Tous les mardis au cours de 13 heures, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Madame, Monsieur, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 24 mai 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 7e édition Vivement en français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, Marie-Claudette Syriac. La pensée du jour: la vie ne rime pas seulement au salaire et aux biens matériels, mais aussi à la passion et aux rêves. La pensée du jour: la vie ne rime pas seulement au salaire et aux biens matériels, mais aussi à la passion et aux rêves. Le mot du jour, chers amis, c'est obstination, attachement tenace d'une personne à ses idées, à ses résolutions, à ses entreprises, en dépit des difficultés qu'elle rencontre. Et les mots synonymes de obstination, c'est entêtement, ténacité ou persistance. On dit il ou elle fait preuve d'une grande ténacité ou bien d'une grande obstination dans la réalisation de ses projets. Nous allons observer notre première pause et l'on va vous laisser avec Je lève mon verre, William Deslauriers. Je lève mon verre. Assis tout seul dans mon salon, je lis le journal et je soupire. Encore des nouvelles à la con, fallait bien que je m'attende au pire. Et tremblements de terre et corruption politique sont à la manchette. Je réagis à ma façon à ce qui se passe sur notre planète. Et je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre. De retour, chers amis, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement en français. Comme vous savez, à chaque édition, on a toujours un invité ou une invitée et qui nous parle d'un sujet bien plus important et qui touche avant tout le français et d'autres domaines. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons Sandra Chéry, conseillère d'orientation, conférencière, fondatrice du cabinet Santé Carrière, experte en carriérologie et en leadership. Et aujourd'hui, nous allons parler d'orientation et développement de carrière. Et ça vous concerne, chers amis. Je dis bonsoir à Sandra Chéry. Bonjour Wadner. Comment ça va? Ça va très bien, merci de ton invitation, je suis vraiment contente d'être ici. Et c'est un plaisir, Sandra. Sandra, parle-nous un peu de toi pour ceux qui nous écoutent présentement. Alors, bien sûr. Bien sûr. Alors, je suis conseillère d'orientation, mais avant tout, j'ai une formation initiale dans le domaine de l'enseignement. J'étais professeure d'anglais langue seconde pendant plus de 7 ans. Ensuite de cela, j'ai fait une réorientation et j'ai décidé de poursuivre. Et pourquoi ce virement, Sandra? Est-ce pour les mêmes raisons que les autres? Bien, je cherchais mon épanouissement personnel. Et je sentais que au-delà de l'enseignement, il y avait quelque chose de plus que je pouvais faire. En fait, j'ai découvert que ce que j'aimais le plus lorsque j'enseignais, c'était quand les enfants venaient à moi et que je pouvais les aider en faisant du 1 à 1. Mais je voyais qu'il me manquait des outils et je trouvais que l'orientation, c'était une belle façon d'aller chercher ces outils parce que qui dit carrière, qui dit travail, ben, c'est une question de toute notre vie. Alors, je m'étais dit, je vais aller en orientation. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et cette orientation personnelle, l'as-tu trouvée? Oui, tout à fait. On va dire que j'ai osé. J'ai osé croire en mes aspirations, on peut dire aussi des rêves. Donc, quand j'ai complété ma maîtrise, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Ça, c'était mon rêve, en fait. Alors, en 2014, j'ai terminé, j'ai ouvert mon cabinet. Évidemment, je travaille dans le domaine depuis 2010.
mais j'ai ouvert mon cabinet et pas très longtemps maintenant, j'ai décidé aussi de faire des conférences. Donc, je donne des conférences et je suis en train aussi de créer un mouvement qui s'appelle Step into Your Brilliance. J'ai pas encore trouvé... Qu'est-ce que cela veut dire en français? Oui, ça veut dire... c'est ça, j'ai pas encore trouvé un terme équivalent en français, mais si je paraphrase, ça veut dire « rentre dans ta brillance ». Alors, ose être la personne que tu es vraiment dans tous tes talents, dans tous tes dons, parce que j'ai réalisé que c'était mon histoire. Il a fallu que je rentre dans mes talents pour en fait pouvoir briller et contribuer au monde alentour de moi. Je vois que tu es fondatrice d'un cabinet santé-carrière. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, l'association de ces deux termes? Carrière, parce qu'on parle de toute une vie. La carrière, c'est une question d'une vie. Santé, eh bien parce qu'on veut avoir une carrière en santé. Alors, pas dans le domaine de la santé, mais une carrière en santé. C'est-à-dire de faire des choix qui sont fondés sur des facteurs qui font du sens pour nous. Dans ton profil, Sandra, on voit que tu es conseillère d'orientation. En quoi cela consiste, le rôle de conseillère en orientation? Alors, premièrement, avant tout, ce que je veux dire, c'est que très souvent, dans l'imaginaire collectif, lorsque les gens entendent orientation, conseiller d'orientation, eux autres, ils pensent à orientation scolaire. Donc, le monsieur ou la madame qu'on rencontre et qu'on doit faire des choix de cours et qu'on doit décider dans quel programme au cégep je dois m'inscrire quand j'ai 16-17 ans. Or, moi, je suis surtout spécialisée en orientation professionnelle, donc auprès des adultes, disons, et les jeunes adultes, bien sûr. Que fait le conseiller d'orientation? Le conseiller d'orientation, c'est l'expert. C'est le spécialiste de la dynamique travail-études. Donc, l'individu, dans tout son rapport à sa vie professionnelle au travail ou encore dans les études. Et nous, on est là vraiment pour accompagner les personnes à faire des choix et à faire en sorte de la personne, comment qu'ils se perçoivent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils puissent le concrétiser puis le matérialiser à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, on amène les gens vraiment à peaufiner, clarifier leur identité, parce que c'est vraiment, si on veut, une démarche identitaire dans la sphère professionnelle de notre vie. Mais on accompagne ces personnes-là à clarifier leur identité et à faire des choix qui vont permettre maintenant d'actualiser qui ils sont dans leur réalité et dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on parle d'une carrière, est-ce tout ce qu'on fait dans la vie ou bien est-ce que c'est un domaine en particulier? Alors, c'est une très bonne question, Wadner, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la carrière, ce sont toutes les expériences de travail qu'on a au cours de notre vie. Même si cela n'a pas de rapport. Exactement. Donc, c'est vraiment toutes les suites de postes, d'emplois, de professions que l'on occupe au courant de la vie. Et comme on a juste une vie, on a juste une seule carrière. Donc, des fois, les gens disent à tort, ma carrière dans le monde de l'enseignement, ma carrière dans le monde de je sais pas trop quoi. Mais en fait, ta carrière, il faudrait parler de notre carrière en termes, j'ai eu une belle carrière, j'ai une carrière enrichissante, j'ai une carrière dans laquelle je me suis épanouie parce que c'est vraiment le parcours ou une carrière diversifiée, effectivement. Et alors, dans ce cas, c'est une très mauvaise acception de parler de changement de carrière. Oui. Parce que c'est très courant ces temps-ci. Effectivement. Comme dans ton cas, tu as été enseignante pendant 7 ans et maintenant tu es dans l'orientation, dans le développement personnel. Est-ce qu'on peut appeler ça un changement de carrière? Les gens l'utilisent comme étant changement de carrière, mais on peut parler de... Souvent, c'est pour ça que je vais utiliser le terme « je me réoriente ». Et puis, on peut se réorienter dans un différent domaine, on peut faire un changement de domaine. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que disent les Français. Eux autres, ils parlent de reconversion professionnelle. Et tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus approprié qu'un changement de carrière. Mais bon, ici, c'est le terme qu'on utilise sûrement à cause de l'anglais qui dit « career change », mais... En fait, c'est ça. On n'a qu'une seule carrière, en fait. Je m'apprêtais à te poser la question, quels sont les types de carrières, mais est-ce que c'est censé, ma question? Oui. Puisqu'on dit, la carrière, c'est la suite de la vie, tout ce qu'on fait dans la vie. Oui. Donc, au bout du compte, qu'on peut couronner par la retraite ou des choses comme ça. Tout à fait, mais il existe... Alors, quand on va parler des types de carrières, ce qu'on va surtout qualifier, c'est comment la progression se fait. Alors là, à ce moment-là, on peut parler de différents types de carrières. On a ce qu'on appelle, premièrement, la carrière linéaire. Je pense que c'est le type de carrière que tous les gens connaissent, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un poste à un autre
dans la hiérarchie. Dans un même domaine. Dans un même domaine. Il y a la carrière pour monter, en fait. C'est comme, par exemple, le professeur qui devient conseiller pédagogique et ensuite de devenir conseiller pédagogique devient directeur d'une école. Alors, c'est toujours dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'enseignement, mais on voit qu'il y a une progression au niveau des responsabilités, au niveau de la prise de décision, puis évidemment au niveau du pouvoir. Donc ça, on appelle ça la carrière linéaire. Et souvent, c'est le type de carrière que les gens connaissent le mieux. Genre, je parlais il y a quelques jours de ça d'une personne qui disait que son père a œuvré dans une même entreprise pendant plus de 30 ans. Pas son père, son grand-père, pardon. Pendant plus de 30 ans, il est rentré comme balayeur et il a terminé comme directeur dans la même entreprise. Donc ça, c'est un bon exemple. Quel modèle? Oui. Alors, c'est un modèle, mais ça peut donner beaucoup de pression parce que maintenant, notre environnement socio-économique et politique aussi fait en sorte que ce genre de cheminement, ce genre de progression n'est plus vraiment la réalité et ne se donne plus, voyez-vous. Les gens ont tendance à voir la carrière comme quelque chose de stable, continuité, sécurité d'emploi, stabilité. Donc, c'est la vision traditionnelle. Or, aujourd'hui, la carrière, en fait, c'est très incertain. On voit que maintenant, les gens changent beaucoup d'emplois, donc il y a une plus grande mobilité. Il y a moins de postes, il y a moins de, comment je pourrais dire, moins de promotions disponibles pour la majorité. Alors, cette vision-là, que je viens de parler, de la carrière linéaire, elle est plus vraiment, elle reflète plus notre réalité. Je dirais que ce qui reflète plus notre réalité, je dirais, ce sont les gens maintenant qui s'investissent dans un domaine et ensuite qui changent. Reconversion. Exactement, la reconversion. Ça, c'est le domaine spiralique qu'on appelle la carrière spiralique, ou encore les personnes qui changent tout le temps de carrière. Il y en a qui sont comme ça, donc c'est beaucoup de changements. On a aussi les types de carrières qui sont plus dans la transition, nos travailleurs saisonniers, ça c'est un bon exemple. Et on a aussi la carrière qu'on dit homéostatique, c'est-à-dire je reste dans le même domaine pour toute ma vie. Alors, mais on sait que dans la perception actuelle, lorsqu'on change souvent de domaine, on dit que cette personne ne réussit pas, on dit qu'elle échoue. Ou encore qu'elle est instable. Exactement, qu'elle est instable. Est-ce que c'est une bonne perception? Ou... Je crois que c'est une perception qui est erronée, qui est fallacieuse, dans le sens, je pense que le plus important, c'est la personne qui fait ces changements-là doit être au clair pourquoi elle fait ces changements ou dans quel but qu'elle les fait. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai fait enseignement, ensuite j'ai fait orientation, après j'ai dit je vais être conférencière. Là, les gens sont comme, mais... Après j'ai dit, moi je vais prendre un cours de radio. J'ai envie d'être narratrice professionnelle. Les gens disent, mais là, t'es conseillère d'orientation. J'ai dit, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Alors, il y a des personnes, et ça, je pense que c'est très important pour nos auditeurs de comprendre, il y a des personnes qui ont besoin d'être stimulées, qui ont besoin de défis, qui ont besoin d'être en constant apprentissage. Ça fait partie de leurs besoins. Et ces personnes-là vont chercher leur stimulation dans différents domaines, dans différents champs. Et ce n'est pas un modèle de carrière qui est mauvais. C'est un modèle de carrière particulier qui ne convient pas à tous, mais qui convient à certaines personnes. Et moi, je fais partie de ces personnes-là et c'est bien correct. D'autres personnes sont beaucoup plus conventionnelles. Et eux autres, ils vont essayer de rester dans le même domaine. 25 ans, 30 ans. Oui. Jusqu'à la retraite. Si maintenant le climat économique le permet. Oui, hein? Bien sûr. Parce que des fois, on est forcé de faire le virage, donc c'est pas un choix. Effectivement. Parce qu'il y a des métiers qui sont de plus en plus désuets, parce qu'avec les nouvelles technologies, des choses comme ça, donc il y a des on n'en a qui plus besoin, on s'en débarrasse en fait. Tout à fait. Et Sandra, on sait qu'il y a des carrières, autrement dit des domaines connexes, et des fois il y a des gens qui font tous des domaines connexes, mais il y en a d'autres qui font des domaines qui n'ont aucun rapport. Mais laquelle est plus inspirante comme carrière? Comme type de carrière, bien sûr. J'ai envie de dire, faites la carrière qui correspond à votre voie. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on est au secondaire, donc on a 16-17 ans, on ne se connaît pas vraiment et il faut faire ce premier choix de notre vie adulte.
Donc, choisir un premier... Mais ce premier choix-là, on le fait souvent, les jeunes adolescents le font souvent en fonction des amis et surtout en fonction des parents. Donc, parce que le parent est encore un modèle Les parents stéréotypés. Les parents, en tout cas, chez nous, c'est le fameux trio médecin, ingénieur, avocat. Alors, je pense qu'on a tous goûté à ça. Là, maintenant, après ça, on a des modes. Hein. On a le mode, on peut devenir infirmière ou préposé aux bénéficiaires, Surtout etc. pour nous qui sommes immigrants, c'est très fréquent. Dans le domaine de la santé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On va là-dedans parce qu'il y a de la sécurité. Supposément, il y a de la sécurité d'emploi ou encore la comptabilité qui est un métier très fort dans notre communauté. Les gens vont là-dedans. Mais être comptable, c'est bien vu. Hein? C'est très bien vu. Et ça paye. C'est payant. Et surtout, c'est pour cette raison qu'on envisage toujours c'est pas le bonheur, c'est pas la passion, mais ce qu'on priorise davantage, c'est le salaire et le prestige associé à l'emploi ou bien à la profession. Et ma compréhension de cela, c'est que lorsque nos parents ont quitté Haïti, Haïti n'avait pas de marché d'emploi. C'est pas un pays qui a un marché d'emploi. Contrairement à ici, où on a vraiment un marché de l'emploi. C'est plus diversifié. C'est plus diversifié et il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais nos parents ont quitté le pays avec un pays qui économiquement parlant, c'était difficile. Donc, pas de sécurité d'emploi, pas de marché d'emploi. Donc, c'est sûr que la première chose qu'ils vont préconiser auprès de leurs enfants, c'est trouve-toi un emploi qui paye. Et ils l'ont quitté sans l'avoir quitté. Oui. Parce que c'est dans leur tête, ils sont encore en Haïti. Tout à fait. Alors, Sandra, ma question, c'est qu'est-ce qui peut mieux orienter le choix de carrière d'une personne? Étant donné que l'orientation, c'est un processus identitaire, c'est-à-dire mon identité, qui je suis, ce qui va vraiment favoriser le processus d'orientation, c'est apprendre à mieux se connaître. Apprendre à mieux se connaître en termes d'intérêt, de valeurs, de motivation, de force, d'aptitude, etc. Donc ça, c'est la première partie. Mais encore là, il y a beaucoup d'obstacles à ce niveau. Et l'autre côté de la médaille, je dirais, c'est de bien connaître le marché de l'emploi. Donc, connaître les réalités de l'emploi qui nous intéressent. Pas juste qu'est-ce que je lis sur papier, parce que ça, c'est une autre erreur que les gens font beaucoup, c'est-à-dire, ils vont aller sur le site du cégep Marie-Victorin, à un site, puis ils vont lire le programme, puis ils vont dire « Ah, ça me correspond ». Mais la réalité, c'est quoi une journée de travail typique d'un comptable ou d'une enseignante? C'est quoi la réalité? Pour finalement, par exemple, je prends l'enseignement, c'est quand je suis arrivée dans l'enseignement, je me suis rendu compte, mais j'aime pas faire de la discipline. Or, la réalité d'un enseignant au primaire et au secondaire, c'est de faire de la discipline. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de rencontrer des gens qui font le travail qui nous intéresse et de poser des questions. Comment ça se passe? Décris-moi une journée type. Quelle qualité faut-il pour réussir dans cet emploi? Qu'est-ce que vous aimez moins dans votre emploi? Qu'est-ce que vous aimez davantage dans votre emploi? Posez des questions. Ensuite, la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est de faire du bénévolat dans ce domaine. Donc, essayer le rôle en question pour voir si ça me convient ou pas. Et c'est là que le bât blesse dans nos communautés parce que souvent, nos jeunes n'ont pas accès à des expériences comme ça, c'est-à-dire de toucher un peu à tout. Est-ce qu'il existe un camp radiophonique pour que l'enfant essaye pour voir si la radio, c'est quelque chose qui l'intéresserait? À ma connaissance, non. Non. C'est quelque chose que j'envisage pour l'été. Je vais voir si je pourrais faire une spéciale jeune pour l'été. Donc, recevoir des jeunes, 2 ou 3 jeunes à chaque émission jusqu'au mois d'août, à partir du mois de juin, bien Exactement. sûr. Oui. Alors, si le jeune n'essaye pas, comment il va faire pour savoir qu'il aime ça? Par exemple, j'adore les communications, mais j'avais aucun moyen de savoir que la communication était pour moi parce que j'avais jamais eu aucune expérience dans mon référent. Donc, les métiers de la communication, ça me parle pas vraiment, sauf journalisme. C'était la seule chose que je voyais, mais est-ce que j'avais un journalisme dans mon entourage? Non. Alors, d'un côté,
apprendre à se connaître. De nos côtés, connaître la réalité des emplois ou des professions qui nous intéressent. Très, très important. Alors, Sandra, est-ce que cela m'amène à dire, à côté des journées pédagogiques, est-ce que les écoles ne devraient pas organiser des journées de carrière aussi? Certaines écoles le font. Ce sont les conseillers d'orientation dans les écoles qui le font. Mais il faut aussi avoir des partenaires dans le milieu. Donc, des partenaires qui sont prêts à ouvrir leurs portes, des professionnels qui sont prêts à accueillir des jeunes sous leur coupole. Dans leur milieu de travail. Exactement. Mais je sais que ça existe. Je sais qu'il y a un organisme qui le fait. Parce que ma nièce, qui a 16 ans, justement, elle a fait un été comme ça dans une CPE. Alors, il y a des efforts qui se font, mais je pense que plusieurs organismes du milieu pourraient créer d'autres initiatives similaires ailleurs pour justement donner cette possibilité-là à tous. Tout à l'heure, tu as dit que avant même de choisir une carrière, il faut aller dans le milieu, il faut aller sur Internet, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire les possibilités de carrière réellement au Québec? Ah oui, au Québec, il y a... Alors, comme je disais tantôt, on a un marché de l'emploi, puis on a quand même un marché de l'emploi assez foisonnant, si je peux dire. Je dirais que le domaine de la santé continue d'être vraiment un domaine clé. Oui, vraiment. Alors, santé, services sociaux, l'enseignement, les assurances et les services financiers aussi. Le domaine des technologies de l'information prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, on sait que le Canada fait partie des leaders dans ce domaine-là, avec d'autres pays tels que l'Allemagne, les États-Unis et d'autres pays européens. Donc, il y a des métiers là-dedans. Oui, le domaine de l'environnement aussi, ça prend beaucoup de place. Et puis ensuite, bon, on a toujours la construction, le transport, etc. Oui. Mais la grosse question, comment attirer les jeunes de nos communautés vers ces métiers-là? Parce que comme tu l'as dit tantôt, on est de plus en plus attiré vers certains métiers comme la santé, comme l'enseignement, etc. Mais plutôt on fuit d'autres domaines qui sont en vogue et qui... Je pense qu'il y a une éducation qui doit être faite au niveau des parents, chez nous, dans notre communauté, parce que veut pas, on a tendance à mettre de côté tout ce qui est construction, tout ce qui est DEP. On met ça de côté alors qu'il y a des emplois et on a tendance à pousser dans certains domaines. Donc, je pense que ce serait important, déjà en partant, de sensibiliser, d'éduquer, de conscientiser les parents, puis les enfants aussi. Ça doit se faire. Donc, moi, je pense, par exemple, si on a des modèles de nos communautés dans les différentes sphères que je viens de nommer, qui viennent parler de leur emploi, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, de créer ces opportunités-là. Donc, moi, ça me donne beaucoup d'idées. Je réfléchis à ça. Mais on a besoin de modèles, définitivement. Et dans ton cabinet santé carrière, qu'est-ce que vous faites exactement? Pour l'instant... Quand je dis vous, donc parce que tu n'es pas... C'est moi. Tu n'es pas... J'imagine que tu n'es pas la seule. Tu as une équipe, hein? Pour l'instant, je suis la seule. Okay. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Pour l'instant, ce que moi, je fais, c'est beaucoup de consultations en orientation. Donc, consultations en privé, consultations auprès de certaines entreprises. Donc, les gens qui ont des questionnements au niveau de la carrière, je les accompagne. Donc, ça peut être les jeunes adultes qui sont au cégep, à l'université. Ça peut être des professionnels du milieu du travail. Donc, souvent, j'ai des cas d'épuisement professionnel, malheureusement. C'est une épidémie, on en a de plus en plus. Donc, je travaille beaucoup avec ces gens-là. Beaucoup de gens qui sont en réflexion. Des mamans qui, après un congé de maternité, ne veulent plus retourner et faire l'emploi qu'elles faisaient. Ou comment concilier mon nouveau rôle de maman avec mes nouvelles valeurs et mon rôle de professionnel avec les réalités. Donc, je travaille beaucoup à ce niveau-là et je fais aussi également beaucoup de conférences. Donc, des conférences au niveau de l'orientation, mais plus au niveau de la motivation, du leadership, la confiance en soi et tout ce qui tourne autour de l'orientation, mais pas nécessairement comment choisir voici tel métier, ce qu'on fait. Plus au niveau de l'identité. Qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, et je fais aussi ce qu'on appelle du coaching de recherche d'emploi. Donc, CV, lettre de présentation
et surtout les techniques d'entrevue. Est-ce que c'est une profession réglementée? Est-ce qu'il y a un ordre professionnel? Oui, alors conseiller d'orientation, il faut avoir une maîtrise, donc il faut avoir fait un 2e cycle universitaire et il faut être membre de l'ordre. Donc faire le 2e cycle, il y a un stage qui vient avec le 2e cycle. Automatiquement, qu'on complète le tout, on est admis à l'ordre. Bien, évidemment, il faut payer les droits et tout, mais oui, c'est une profession réglementée. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'opportunités dans ce domaine? Pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, puisqu'on en parle. Oui. Alors, les opportunités d'emploi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut toujours fluctuer en fonction du gouvernement qui est élu. Alors, avec le gouvernement Couillard, il y a eu beaucoup de coupures. Il y a eu des coupures au niveau des subventions communautaires et il y avait aussi des coupures dans l'éducation et ensuite dans la fonction publique. C'était les 3 grands domaines où il y a eu des coupures au début du mandat Couillard. Et quand on a coupé au niveau de l'éducation et du communautaire, eh bien, évidemment, ça a affecté les postes disponibles pour les conseillers d'orientation parce que c'est là qu'on se trouve. On se trouve dans les écoles, puis on se trouve au communautaire, dans les CJE ou les organismes pour immigrants. Donc, ce sont tous des organismes qui ont besoin des subventions pour survivre. Et toi qui es travailleur autonome, qui a ton propre cabinet, comment est-ce que ça marche? Et ça marche bien. Je suis très contente. D'ailleurs, voilà, je suis ici. C'est une des raisons. Mais ça m'a amené à développer davantage mon entrepreneurship parce que c'est ça. Quand on est à son compte, on a sa propre entreprise. C'est ce qui se passe. Donc, quand même, ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis contente, ça va bien. Puis, mon but, justement, c'est d'embaucher maintenant d'autres conseillers d'orientation pour que Santé Carrière puisse prendre un petit peu plus d'expansion dans les prochaines années. Je serais intéressé, mais malheureusement, je n'ai pas encore le diplôme. Il va falloir que j'aille le chercher. On peut faire Sandra, on va prendre une pause et puis on revient bientôt pour la suite de l'émission. Merci, mesdames, messieurs, de nous écouter. À tout à l'heure. Les dirigeants voient plus grand que leur pensée. À ma manière, je cherche à faire une différence qu'on pourra peut-être léguer à nos frères et à l'enfance pour être sûr de ne pas oublier. Que soit au bord de la mer ou en plein cœur de notre Québec national, levons nos verres, s'entraider serait juste normal. Serait juste normal. Je suis très optimiste qu'un jour on trouvera la bonne piste. Regardons à l'avant pour qu'il y ait un vent de changement. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un nouveau détour. Qui sera juste et équitable. Se serrer la main pour arrêter tous les scandales. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un nouveau détour. Oui, c'est à notre tour. Oui, c'est à notre tour.
De retour, chers amis auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement en français. L'expression du jour, c'est une course contre la montre. Une course contre la montre. Cette expression désigne initialement une course où chaque cycliste part seul et le classement s'effectue en fonction du temps. Autrement dit, les coureurs sont départagés en fonction du temps qu'ils ont mis pour effectuer le même parcours. Et par extension, une course contre la montre, c'est une activité qui doit être menée de manière urgente ou une situation difficile et compliquée ou autrement une situation exceptionnelle et grave. La notion du jour, c'est la nuance entre à nouveau et de nouveau. On confond souvent ces deux locutions adverbiales, à nouveau et de nouveau. Alors, à nouveau, lorsqu'on dit à nouveau, c'est de façon différente ou en apportant des modifications ou des changements. Par exemple, si on dit on peut reprendre une recette à nouveau ou faire une chorégraphie à nouveau. Donc, faire la chorégraphie à nouveau, cela signifie en apportant des petits changements, des modifications. Mais lorsqu'on dit de nouveau, c'est de la même façon sans rien changer. Si on dit de faire la recette de nouveau, c'est-à-dire refaire la recette sans rien changer, sans rien modifier, parce que cela a été tellement bon, on dit de le faire de nouveau. Alors c'est là la différence entre à nouveau et de nouveau. Nous continuons avec notre entrevue, mesdames, messieurs, avec Sandra Chéry, conseillère d'orientation, conférencière et qui nous parle d'orientation et développement de carrière. Sandra, ma question maintenant, c'est quels sont les enjeux du développement de carrière? Il y en a plusieurs. Des enjeux, il y en a tellement. Étant donné qu'on parle d'une quête identitaire d'une certaine façon, l'une des premières choses que je pense qu'il faut vraiment réfléchir lorsqu'on parle de développement de carrière, c'est de se projeter et de se poser la question, OK, mais où est-ce que je veux me rendre? Qu'est-ce que je veux vraiment faire, accomplir, contribuer? OK, d'accord. Je suis enseignante. OK, d'accord. Je suis dans le domaine de la publicité. Je viens de terminer mon bac en marketing ou peu importe. Mais ensuite, quoi? C'est tout? On va se lever tous les jours pour aller faire le même emploi? Donc, l'un des premiers enjeux, c'est être capable de se projeter et dans le futur et de commencer à réfléchir, oui, mais qu'est-ce que je veux par la suite? Sinon, notre carrière, elle ne se développe pas ou elle peut se développer et prendre une direction qu'on ne souhaite pas nécessairement. Hier encore, je parlais avec une cliente et ce qu'elle me disait, c'est que moi, tout au long de ma carrière, je me suis laissée porter par les opportunités. Donc, une opportunité se présente à moi, je la prends. Mais est-ce qu'il y avait une ligne directrice? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais questionné son intention, ce qu'elle voulait vraiment. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la question à réfléchir lorsqu'on parle de développement de carrière. Maintenant, pour être capable de se projeter, il faut qu'on ait une image de soi positive. Alors, si déjà en partant, on manque de confiance en soi, ou on se voit comme étant une personne qui ne peut pas réussir, qui a de la difficulté, qui se dit tout le temps « je ne suis pas capable, c'est difficile, j'ai peur », c'est sûr que ça va jouer beaucoup. Donc, travailler beaucoup sur son image de soi, donc faire beaucoup de développement personnel. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de très connu dans la communauté francophone, parce que du côté anglophone, chez les Américains, chez les Britanniques, le développement personnel, ils en font énormément. Parce que moi, je dis toujours, ce n'est pas le diplôme qui fait la personne, mais bien la personne qui fait le diplôme. On Tout peut à avoir... fait. Je suis parfaitement d'accord. Tu es d'accord? Parce qu'on a des médecins qui sont affreux. Ils ont beau avoir étudié dans les plus grands collèges de médecins du monde, mais s'ils n'ont pas de savoir-être, ils ne sont pas compatissants, ça sert à rien. Donc, l'image de soi est vraiment clé et on doit travailler sur notre développement personnel, notre motivation, notre confiance en nous, comment communiquer, travailler à s'affirmer davantage. Donc, on ne peut pas parler de la relation avec les autres aussi. Exactement. Donc, c'est très important de travailler sur son image et de se développer donc, par la formation continue. Donc, la formation continue, ça peut être... des cours que l'on prend par rapport à notre emploi, notre savoir-faire, tout ce qui est technique, qui appartient aux compétences de notre emploi ou notre profession. Et ensuite, il faut vraiment travailler sur soi. Alors moi, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Parce que pourquoi les gens viennent qui sont, je sais pas, qui sont coincés ou qui n'avancent pas,
c'est à cause du savoir-être. Moi, je dis toujours, 75% des gens qui perdent leur emploi, qui sont congédiés, ce n'est pas par manque de compétences techniques. C'est parce qu'ils n'ont pas de savoir-être. Et le troisième enjeu que je vois au niveau du développement de carrière, c'est apprendre à surpasser ces obstacles personnels, les peurs. Les gens sont paralysés par leur peur. Peur de me tromper, peur de faire une erreur, peur de l'échec, peur de la critique et du jugement. Alors, quand on est on est vraiment focalisé sur nos peurs, c'est très difficile de développer sa carrière parce que tout ce qui pourrait faire en sorte que je pourrais appliquer sur un poste, sur une promotion ou appliquer dans un milieu de travail qui m'intéresse plus qu'un autre, j'ose pas le faire parce que j'ai peur. Donc, travailler vraiment à surpasser ces obstacles intérieurs, très important. Alors, mis à part la motivation intrinsèque ou tout ce qui est interne, est-ce qu'on ne peut pas parler des aspects externes, comme la société dans laquelle l'on vit, les possibilités d'emploi, parce que dans tous les domaines, on parle de l'offre et de la demande, la passion et les aptitudes aussi pour se projeter, comme tu as dit. Parce qu'on peut bien aimer un domaine, mais on n'a pas la compétence ou bien on n'a pas l'aptitude qu'il faut. Oui, effectivement, il faut toujours regarder si on a les aptitudes pour faire un emploi, ça c'est sûr. Et ça se manifeste très vite, hein, ça se manifeste très tôt et très vite dans le programme de formation. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont pris des formations et ils savaient que l'emploi n'était pas pour eux. Mais parce qu'ils ont cette idée ou cette croyance que quand je commence quelque chose, je dois le terminer, ils restent quand même dans le programme. Alors, je dis, bon, moi, je sais pas, hein, si je suis au volant de ma voiture et que je dois me rendre pour Québec et je me rends compte que je suis en direction d'Ottawa ou Gatineau, alors moi, je vais pas finir de me rendre jusqu'à Gatineau pour faire demi-tour puis aller vers Québec. Je prends la prochaine sortie, je fais demi-tour puis je vais vers Québec. Il me semble que c'est logique. Alors, qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas assez confiance pour dire, j'arrête ce que je fais, je prends une pause et je me re-questionne et je réévalue pour aller dans l'autre sens. Alors, il ne faut pas s'obstiner dans l'erreur. Non, mais souvent, c'est par peur, c'est par insécurité. C'est encore une fois, les gens vont me juger, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Et pourquoi je me suis trompée, je ne me donne pas droit à l'erreur. Donc, il y a une rigidité à ce niveau-là aussi. C'est sûr que lorsqu'on parle des aspects plus extérieurs, externes, socio-économiques, ça relève plus de l'information scolaire et professionnelle. Donc, mais ça, ces informations-là, les gens ont facilement accès. Par exemple, est-ce qu'il y a des débouchés dans un emploi? Tu peux aller taper sur Internet ou tu peux venir voir un conseiller d'orientation pendant quelques minutes. Je vais te dire, oui, il y a des débouchés, non, il n'y a pas de débouchés. Donc ça, ce sont des choses ce sont des éléments, des informations facilement accessibles. Mais j'ai beaucoup de gens, je peux leur donner une liste d'emplois et ils n'arrivent toujours pas à choisir. Et c'est là que moi, j'interviens. Parce que je dis, mais là, tu as ta liste d'emploi, va faire tes recherches et choisis. Non, je ne sais pas quoi choisir. Parce que c'est beaucoup plus intérieur, parce que c'est en lien avec l'identité. La personne n'arrive pas à choisir parce qu'elle ne se connaît pas. Ou parce qu'elle a des croyances, des fausses croyances ou des croyances limitantes qui la fait penser d'une certaine façon et dont elle se dit, ça, c'est pas possible. Ça, je peux pas aller là. Je peux pas choisir ceci, je peux pas choisir cela. Ben, il faut absolument que mon métier fasse beaucoup d'argent, etc. Et puis voilà, quoi. Alors, Sandra, ces derniers temps, on parle beaucoup d'épuisement, de burn-out dans certains domaines comme l'enseignement, comme la santé, les infirmières, les auxiliaires, etc. Et même les préposés sont en burn-out parce qu'à cause des surcharges de travail, etc. Mais on voit bien qu'il y a des domaines où il y a beaucoup de gens, et si bien que ce sont des programmes contingentés dans les universités, et même les cégeps, il y a des programmes contingentés, c'est non pas qui veut, parce qu'il y a une question de sélection, et là s'applique la question de quotas et tout ça. Mais est-ce qu'il y a la question de vocation aussi dans le choix de carrière? Et s'il y en a, et quelle est la place de la vocation dans le choix de métier? Je pense que la vocation n'a pas nécessairement à être là, mais c'est sûr que si on a une vocation, la satisfaction au travail et l'épanouissement personnel sera beaucoup plus présent parce que la vocation, c'est vraiment en lien avec ma raison de vivre, ma raison d'être. La passion. La passion. Ma façon que je contribue à la société. Le travail, c'est pas juste pécunier,
c'est aussi ma contribution en tant qu'être, en tant que citoyenne dans une société. Alors, comment je veux contribuer? Donc, c'est sûr que lorsqu'on a une vocation, ça aide énormément, ça donne du sens. Je crois que la vocation fait que ça donne du sens à ce que l'on fait, à ce que l'on est en tant que professionnel. Moi, je sais que ma vocation, c'est l'enseignement, je le sais. Mais je me suis vite rendu compte que l'enseignement classique ne me correspondait pas. Alors, être dans une salle de classe, je me suis rendu compte que non, pour moi, c'est un petit peu trop réducteur. Mais pour une autre personne, ça va. Mais enseigner dans le cadre d'un atelier aux adultes, enseigner dans le cadre d'une conférence, enseigner comme je le fais maintenant au travers de cette entrevue, ça me parle davantage. Alors, j'ai regardé une vidéo récemment où il y a quelqu'un qui participait à une émission de radio en France et qui disait que la société évolue, mais l'école n'évolue pas. Donc, l'école reste dans les cavernes. C'est comme l'école devient une punition pour les jeunes de la génération numérique parce que l'école n'associe pas ces nouvelles technologies pour permettre aux élèves d'apprendre mieux et de pouvoir contribuer à la société, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que l'on veuille ou non, on va avoir contact avec un bail, avec un contrat, qu'on ait une carte de crédit, qu'on achète une maison, etc., l'hypothèque. Mais voici l'élève qui, après avoir passé 15 ans ou 20 ans sur les bancs de l'école, qui est obligé d'aller voir un expert ou bien quelconque, je ne sais pas, professionnel, pour comprendre mieux un contrat de bail, pour comprendre mieux une hypothèque, pour comprendre mieux certaines choses qu'il devrait comprendre après avoir passé autant de temps à l'école. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce type d'école qui continue encore, qui perpétue malgré les changements? Parce qu'on est assez réticent, en fait. Le système scolaire est assez réticent par rapport à la modernité. Moi, je pense que le système scolaire est tout simplement un reflet de la société déjà, en partant, okay? Parce que c'est un lieu de culture. Donc, si on veut intégrer une culture, c'est soit qu'on intègre au travail ou à l'école, donc déjà en partant. Et je crois aussi que l'école, c'est une machine à conformisme. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. On a un programme, l'originalité, l'individualité de la personne, son unicité. Dès qu'on sort un peu du rang, une petite tape sur les doigts, c'est pas correct. T'es pas supposé d'être comme ça. On favorise vraiment l'uniformité, l'uniformisation. Donc, les gens ne peuvent pas être qui ils peuvent être. C'est pour ça que j'aime beaucoup les écoles alternatives. Parce que c'est les écoles alternatives ou Montessori qui sont... l'élève avance à son rythme. Exactement, tu avances à ton rythme, mais on invite aussi l'enfant à faire des expériences avec son environnement, à réfléchir et aussi à faire des expériences et aussi à s'extérioriser au travers de différents projets. Donc, à définir davantage qui il est, son identité, qu'est-ce qu'il aime pas, au travers de projets créatifs, artistiques, projets aussi kinesthésiques, dont les sports, etc. Et on a besoin de ça. Maintenant, pour l'aspect plus pratico-pratique, je crois qu'il y a un manquement à ce niveau, au niveau de l'école secondaire et du curriculum. Parce que et primaire aussi. Primaire aussi, parce qu'on se concentre plus sur le programme du ministère de l'Éducation, qui est purement académique, éducatif, mais est-ce que c'est pragmatique? Est-ce qu'on donne les outils aux gens? Alors, on est beaucoup dans la performance. C'est beaucoup une culture de performance, encore une fois. Mais est-ce qu'on en enseigne à nos enfants à être? C'est ce que j'allais dire, parce que le savoir-être est mis de côté. Mais quand même, dans certaines écoles, il y a des programmes qui sont mis en place, par exemple, en direction du Pacifique, comment apprendre à gérer les conflits de façon pacifique. Ça parle du savoir-être. Je pense qu'il n'y en a pas assez et ce n'est pas assez étendu. Ce n'est pas une majorité. Alors, tout cela va dépendre de la vision du directeur de l'école. Si le directeur ou la directrice a cette vision, elle va le mettre dans son projet éducatif. Si ce n'est pas dans la vision, et malheureusement, beaucoup de directeurs, ils n'ont pas ça dans leur vision, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de temps. Alors, revenons à la carrière, Sandra. Et quels sont les défis, ou bien les plus grands défis à relever pour avoir une belle carrière, ou bien une carrière fructueuse, si l'on peut dire? Les défis, les principaux défis à relever. Je crois que faut qu'on apprenne, ça va être important d'apprendre à s'écouter.
on parle bien d'épanouissement professionnel. Se connaître. Se connaître. Mais se connaître, oui, mais apprendre à s'écouter. Oser avoir cette audace d'écouter sa voix et de faire en fonction de voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qui m'appelle, voilà ce qui m'interpelle et je vais là-dedans. Donc vraiment de déposer les masques, de déposer les rôles, d'apprendre à moins se soucier de ce que mon prochain pense. Et quand je parle du prochain, c'est souvent dans l'entourage proche. Et se faire davantage confiance et s'écouter davantage. Parce qu'on parle d'épanouissement, c'est pas pour rien qu'il y a de l'épuisement. L'épuisement professionnel, c'est un manque d'écoute flagrant envers soi. Et c'est de faire preuve aussi d'une violence extrême. Et évidemment, lorsqu'on parle d'épuisement, il y a deux facteurs. Il y a le facteur individuel, mais il y a aussi le facteur environnemental. Est-ce que c'est pas plutôt lié à l'absence même de vocation? Comme je l'ai dit tantôt, on est beaucoup plus porté à apprendre des professions qui assurent la sécurité d'emploi. Et c'est par ricochet, ce sont les professions où l'on parle de quotas, où l'on parle de domaines contingentés dans les universités, parce que bien sûr qu'à un moment donné, on sait qu'il va y avoir de manque d'emploi dans ces domaines parce que de plus en plus de gens sont portés à apprendre ces professions. Oui, et c'est ce qui va créer la pénurie. Il y aura une trop forte demande pour l'offre, ou plutôt une trop grande offre pour la demande. Oui. Mais ce qui est intéressant avec l'épuisement professionnel, ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a aussi des milieux qui contribuent à cela aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épuisement professionnel, c'est tout simplement, c'est du stress. C'est l'expression la plus aiguë du stress. C'est ça l'épuisement, c'est du stress. Alors, qu'est-ce qui cause du stress? Et c'est une exposition prolongée, répétée, à certains stress. C'est ça l'épuisement professionnel. Donc, il y a une partie de ce stress-là qui est de l'environnement. Donc, surcharge de travail, délai plus court, moins d'outils, mais il faut faire moins d'outils, mais il faut produire les mêmes résultats. Hein? Alors, il y a ces choses-là. Il y a des milieux qui sont plus toxiques aussi. Des milieux où on vous donne un poste, mais il n'y a pas de liberté, de possibilité de prendre des décisions ou de décider. Alors, il y a de la rigidité. Donc, ça, c'est l'aspect environnemental. L'aspect individuel, c'est la personne qui a, au niveau de son estime, au niveau de son identité, des lacunes ou une estime plus faible, plus fragile, et qui se dit, si je me donne à fond, alors je vais combler cette peur, cette insécurité que je vais échouer ou que les gens ne sont pas contents. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Donc, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus, puis on semble jamais atteindre le résultat. Et ça crée un choc. Et ça crée le choc qui est l'épuisement. Oui. Alors, puisqu'on est au Québec, on parle de plus en plus de profilage, du racisme, de discrimination. Oui. Alors, quels sont les obstacles que les jeunes des communautés racisées doivent transcender pour trouver leur place au Québec? Moi, je pense que c'est sûr... Je ne dis pas les places qu'on les laisse, qu'on les donne, mais leur place, leur vraie place. C'est très bien. Étant moi-même quelqu'un des communautés racisées. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est sûr... moi, ce que je dis aux gens, c'est que le racisme a toujours été présent, puis je pense qu'il sera toujours là. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura du racisme. Donc, malheureusement. Et il faut faire avec. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai vécu aux États-Unis, j'étais noire, donc il y avait du racisme. J'ai vécu au Mexique, en Amérique latine, j'étais noire, il y avait du racisme aussi. Je suis au Québec, je suis noire, il y a du racisme. Donc, on ne peut pas juste s'arrêter à ça et dire, ça ne sert à rien. Parce que, de toute façon, personne ne voudra me donner une chance. Je crois que pour nous, ce qu'on va devoir vraiment travailler, c'est de travailler au niveau d'une identité commune, communautaire, de qui on est, plus saine, plus solide, beaucoup plus valorisante. Et comment on peut faire ça? Eh bien, les jeunes ont besoin de modèles de réussite positifs. Quand j'enseignais, il y avait une petite fille noire qui est venue me voir un jour et elle m'a dit « Madame, vous êtes jamaïcaine ?» J'ai dit « Non. » « Vous êtes africaine ?» Je fais « Non. » « Vous êtes haïtienne ?» J'ai dit « Oui. » « Comme moi !» Et elle a souri.
et elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle voyait finalement une femme, elle s'identifiait à moi. Et si cette femme-là, elle est enseignante d'anglais, ça veut dire qu'un jour, moi aussi, je peux l'être. Alors, où sont nos modèles positifs? On a besoin de ça. La science, les chercheurs le démontrent. Pour avoir plus confiance, le sentiment d'efficacité personnelle, on a besoin de modèles de succès et de réussite. Et ça va nous renvoyer une image qu'en tant que Noirs, au lieu de prendre l'image de la société d'accueil qui veut nous faire croire qu'on n'est pas reçu, qu'on est bon à rien, que ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas, cet emploi-là, ce n'est pas pour toi, il n'y a jamais personne qui l'a fait. Maintenant, on a des modèles et on peut dire si lui ou elle l'a fait, ça veut dire que je peux le faire. Ça, c'est le premier, je pense que c'est le premier domaine, premier facteur. Le deuxième facteur, c'est de ne pas accepter et de ne pas croire qu'on ne peut pas réussir, qu'on n'est pas capable. C'est-à-dire toutes les limitations qu'on cherche à nous imposer. Et ça, c'est autant à la maison qu'à l'extérieur, de ne pas les croire, de ne pas laisser la perception d'autrui définir qui on est, définir notre identité. Donc, oui, ça veut dire avoir plus confiance en soi, c'est clair, mais ça veut dire aussi s'aimer. S'aimer avec nos cheveux crépus, s'aimer avec notre peau, peu importe qu'elle soit couleur dorée, miel, ou encore noir ébène. Mais c'est de s'aimer avec nos formes aussi, avec notre ossature, apprendre à s'aimer avec notre accent et d'être fier de notre unicité parce que c'est cette unicité qui fait qu'on nous reconnaît, qu'on nous connaît. Si on est tous pareils, comme certaines personnes nous disent des fois, comme j'ai déjà entendu. Non, alors il faut sortir de notre petite boîte. Dans cet enfermement, cette enveloppe, qu'on nous dit qu'on est bon à certaines choses, pas à d'autres. Donc, qu'on se dit oui, on est capable et qu'on avance et qu'on se lance des défis. Et oser rêver. Oui. Oser rêver et oser croire que ce rêve que j'ai, il est pour moi. Parce que s'il brûle à l'intérieur de toi, on parle de valeurs naturelles. On dit que les enfants ont ce qu'on appelle des valeurs naturelles, c'est-à-dire déjà une idée préprogrammée de ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus vieux. C'est déjà là. C'est juste parce que des interventions extérieures, dont les parents, les amènent sur d'autres chemins. Mais ils avaient déjà leur voix. Alors, Sandra, on va plus vite parce qu'on avance vers la fin, mais j'ai deux petites questions à te poser encore. Puisqu'on est à Radio Centre-Ville, on est 9 communautés linguistiques, donc on dessert plus de 40 communautés à Montréal parce que c'est la radio des Montréalaises et des Montréalais, il faut le dire. Au Québec, on reçoit 50 à 55 000 nouveaux arrivants chaque année. Alors, quelle est l'importance du français dans le développement de carrière des nouveaux arrivants? Le français est extrêmement important. L'anglais aussi, mais surtout le français. J'ai vu trop de nouveaux arrivants, des immigrants qui sont bloqués par le français. Écrire, très important. Donc, faites des formations continues. Allez prendre des cours de français à l'université, au cégep. Il faut savoir écrire son français parce que plus vous allez progresser, plus vous allez chercher des postes avec plus de responsabilités, de décisions, plus on vous demande d'écrire parce que c'est dans ces postes-là qu'il y a des rapports à faire. C'est dans ces postes-là qu'il y a des bilans à faire. Et si vous faites des fautes, ça peut vous coûter une promotion ou un poste important. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les concours gouvernementaux, on fait passer des tests de français. Et la deuxième chose, la communication. Savoir communiquer en français, savoir parler, savoir s'exprimer. Aller prendre un cours de comment parler devant les gens. Il existe Club Toastmasters, c'est gratuit ou ça coûte... J'en suis membre. J'en suis membre aussi, voilà. Et ça coûte une centaine de dollars et on se pratique devant une communauté qui sont nos pairs à parler. On doit apprendre à parler. Ce sont ces gens-là qui ont... c'est développer son leadership en fait. Alors c'est très important. Le français est extrêmement important. Alors, puisque tu es là, tu ne peux pas laisser passer l'occasion sans communiquer tes coordonnées, puisque tu as un cabinet santé carrière, donc profites-en pour communiquer tes adresses. Vous pouvez me trouver mes vidéos sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Sandra Chery, Chery. Et là, j'ai une série de vidéos encore avec plus d'informations sur le domaine de l'orientation et de la carrière. Sinon, vous pouvez me contacter au 514-268-0890.
514-268-0890 pour prendre un rendez-vous. Est-ce que tu as une directement. adresse physique? Oui, Oui, mais étant donné que j'ai 2 points de service, si la personne se présente, elle n'aura pas accès parce que c'est un cabinet de psychologue. Donc, c'est préférable qu'il me contacte avant. Sinon, www.sandrachéri.ca, ça c'est mon site web, c'est mon blog. Donc, Sandra Chéri, CHERY.ca. Ou encore, vous pouvez m'écrire au Sandra @sandrachéri encore.com. Et j'ai bien évidemment mes pages professionnelles sur Facebook. Merci Sandra pour ce dialogue combien enrichissant aujourd'hui et merci de te rendre disponible. Tu t'es rendu disponible tout de suite à mon invitation avec enthousiasme. Merci beaucoup. Et chers amis auditeurs, n'oubliez pas que Radio Centre-Ville est en pleine campagne de financement. Donc faites un don de $, $5, $10, $20 dans la mesure du possible. Et à partir de $20, vous aurez un reçu à des fins de déclaration d'impôt. Donc pour de plus amples informations, vous pouvez aller sur www.radiocentreville.com ou bien contacter 514-495-1540. Quant à moi, je vous laisse ici. Merci Marie-Claudette Syriac pour les touches techniques. Mon nom c'est Wadner Isidore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Vivement Français. Bye bye. Tous les mardis au cours de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville.